bonsoir tout le monde. Je pense que c'est un discours que Dr Liu nous a fait extrêmement marquant. J'ai eu l'immense bonheur de rencontrer Dr Liu il y a déjà 8 ans. J'étais à l'époque porte-parole de l'Armée du Salut et j'étais également impliquée au Y des femmes. Donc j'ai eu 2 fois l'occasion d'entendre Dr Liu et de l'interviewer également. Et elle me laisse toujours avec un sentiment d'une part de désarroi par rapport à des choses incroyables qui se passent dans le monde, mais en même temps de beaucoup d'espoir, parce que des femmes comme vous, c'est des femmes qui font une différence, qui font bouger les choses et qui ont un leg. Et ça, c'est essentiel. Comme Mario le mentionnait tout à l'heure, 2 mandats consécutifs à la tête de Médecins sans frontières, personne n'a jamais fait ça avant vous. Donc bravo, bravo pour tout ce que vous faites. Alors, oui. Alors, on accueille donc sur ce panel Dr Liu, Ginette Petitpas-Taylor, qui est donc ministre de la Santé, qui vous a été présentée tout à l'heure, et mon ami Dr Jacques Corcos, qui est le président de la Fondation Mères du Monde en Santé, et à qui je vais demander de dire quelques mots sur le travail extraordinaire qu'il fait. Merci. Bonsoir à tout le monde. Ce que je vais vous dire n'est pas forcément plus drôle, ni plus... moins noir que ce que Dr Liu nous a raconté. Notre fondation travaille essentiellement en Afrique, actuellement, avec un projet en Asie très prochainement, j'espère, pour s'occuper des femmes qui ont des complications d'accouchement. Il y a actuellement en Afrique 2 millions de femmes. 2 millions de femmes, ça veut dire la population féminine de Montréal. 2 millions de femmes qui vivent de complications graves d'accouchement. Ces complications viennent essentiellement du fait qu'elles ont été accouchées dans des conditions difficiles, mais aussi qu'elles ont peut-être des facteurs qui les ont amenées à avoir des accouchements difficiles. Un des premiers, et Dr Liu connaît très bien ça, c'est le mariage très précoce. 12 ans, 13 ans, avec des accouchements autour de 13-14 ans, avec des bassins trop petits, des accouchements dystociques qui entraînent ces complications. Ces complications sont des trous qui se font entre la vessie et le vagin, ou le rectum et le vagin. Ces femmes sentent mauvais parce que les urines ou les selles coulent en permanence dans le vagin. En plus de ça, dans ces pays, il fait chaud. Elles n'ont pas accès aux soins d'hygiène que tout le monde a ici. Alors forcément, mélanger tout ça, ces femmes se sentent mauvais. Comme elles sentent mauvais, elles sont rejetées. Elles sont rejetées par leur famille, elles sont rejetées par leur milieu social, elles sont rejetées par leur travail. Comme elles ne travaillent plus, elles deviennent encore plus pauvres qu'elles n'étaient au départ. Et donc, vous voyez un peu le cercle vicieux. Il y a 2 millions de femmes comme ça en Afrique. Alors, il y a des organisations comme celle, justement, du docteur j'ai toujours la difficulté à prendre, Mukwege, et notre organisation qui s'occupe de ces complications de grossesse, de ces catastrophes véritablement chez ces femmes complètement ostracisées et rejetées. Et voilà ce que nous faisons. Donc, ces petites organisations, il en existe des organisations qui s'occupent des complications de grossesse, il en existe à peu près une dizaine dans le monde. Nous n'avons jamais, pas du tout la taille, ni les moyens, ni les prétentions, ni le personnel de Médecins sans frontières, mais je pense que ces 10 organisations qui travaillent pour la santé des femmes font un travail remarquable et méritent d'être soutenues. Alors c'est là qu'on a un appel à faire, un appel essentiellement au gouvernement. Les gouvernements sont présents dans ces pays, ces gouvernements aident ces pays, mais souvent les organisations humanitaires sont un petit peu laissées de côté, alors que je pense personnellement, pour y être, pour voir ce que mes collaborateurs et moi-même faisons, font un travail remarquable qui mériterait beaucoup de support d'un petit peu tout le monde. Alors voilà ce que nous faisons. Merci Jacques, oui c'est remarquable, ça mérite des applaudissements. Jacques, toi, tu es chirurgien. Enfin, je me permets de le tutoyer parce qu'on est des amis, mais tu es chirurgien et tu es également professeur d'urologie. Qu'est-ce qui t'a motivé? Qu'est-ce qui a fait que tout d'un coup, tu as décidé de t'impliquer là-dedans? Et comment tu as fait pour motiver d'autres personnes? Parce que tu pars avec une équipe régulièrement, plusieurs fois par an en Afrique. Qu'est-ce qui s'est passé? L'histoire est très simple. J'ai bien aimé les histoires de Joanne, c'est toujours comme ça que ça se passe. Je suis français d'origine, donc j'ai fait mon service militaire dans l'armée française il y a très longtemps de ça.
Et j'étais en Afrique, comme chirurgien en Afrique. Et je me suis aperçu que chaque fois que je partais en vacances, faire un petit tour dans un autre pays africain autour, il y a des gens qui mouraient parce que je n'étais pas là. Et ça m'est vraiment resté, parce qu'ici, personne ne meurt. Quand je m'absente, je m'en vais en vacances, j'ai des collègues, tout le monde est pris en charge. Mais dans ces pays-là, quand les chirurgiens ne sont pas là, ou quand les médecins ne sont pas là, quand les pédiatres ne sont pas là, il y a des gens qui meurent. Donc, je me suis dit, en revenant ici, je me suis dit, écoute, il faut quand même essayer de continuer à donner quelque chose à l'Afrique. Je parle de l'Afrique, mais sachant que le monde entier, l'Amérique du Sud, l'Asie et bien d'autres pays ont besoin d'aide. Et évidemment, ce n'est pas dans le même contexte, ce n'est pas dans un contexte de guerre que nous intervenons, ce n'est pas dans un contexte... Mais je pense qu'il y a de la place pour ce type de mission humanitaire. Et alors maintenant, comment est-ce que je motive les autres? Eh bien, je pense quand même que dans chaque médecin, au fond du cœur de chaque médecin, parce que nous avons choisi de faire de la médecine, il y a un petit côté humanitaire. Alors, ce n'est pas toujours facile. Et je comprends que beaucoup de mes confrères me disent, écoute, maintenant mes enfants sont petits, maintenant je fais ci, maintenant je fais ça, je n'ai pas le temps de venir avec toi, mais un jour j'irai avec toi. Mais quand même, dans l'ensemble, on trouve suffisamment de monde pour venir travailler avec nous. Et je trouve ça remarquable, j'apprécie beaucoup, sachant que tout ça est bénévole, bien entendu. Exactement. Personne n'est payé pour faire ce travail. Exactement. Maintenant, pour revenir chez nous, Madame Petipa-Taylor, j'aurais une question à vous poser par rapport à certaines polémiques dont on entend beaucoup parler en ce moment. Et je pense qu'ici, tout le monde est intéressé à savoir ce qui va se passer avec cette fameuse interdiction d'avorter dans plusieurs États aux États-Unis. Il y a beaucoup de polarisation de ce débat qui se fait, incluant au Canada. On a vu qu'à la Chambre des communes, il y a eu une ovation debout hier quand on a rappelé l'importance que les femmes gardent le droit sur leur corps. Pas tout le monde s'est levé dans la salle, c'est assez choquant qu'au Canada, certaines personnes n'étaient pas d'accord avec quelque chose qui semble être de base. D'après vous, est-ce que nous sommes en danger au Canada? Mais premièrement, nous avons fait beaucoup de gains ici au Canada, mais on ne peut pas les prendre pour acquis. Et puis, on voit exactement ce qui se passe aux États-Unis ces temps-ci. C'est sûr qu'hier, c'était une journée que j'étais vraiment désespérée un peu quand je vois tous mes collègues de la Chambre des communes qui représentent 37 millions de Canadiens et Canadiennes. Et puis, on avait vraiment une section de la Chambre des communes qui refuse de supporter les droits de santé reproductive auprès des femmes. Ça fait que moi, quand j'ai commencé comme travailleuse sociale, j'ai travaillé beaucoup avec des femmes. Puis j'ai eu souvent à m'assurer qu'il y allait y avoir des femmes chez nous qui allaient avoir accès à des services d'avortement. Et puis à Moncton, de la province du Nouveau-Brunswick, on est une petite province, puis souvent la question d'accessibilité peut être un problème, non seulement chez nous, mais partout autour du pays. Puis pour moi, comme ministre de la Santé, c'est sûr que c'est une priorité de m'assurer que tout le monde va avoir accès à ces services. C'est essentiel. Cette année, je suis bien contente que nous avons fait des changements réglementaires à ce sujet-là pour la question du médicament Mifogay-Miso, pour s'assurer que les patients, les femmes, n'auront pas besoin d'avoir une ordonnance de médecin. Puisque personnellement, j'ai entendu que parfois, il y avait des femmes qui allaient voir leur médecin et puis ils refusaient de leur donner une prescription. Ça fait pour enlever les barrières, nous voulons s'assurer qu'on fait ce qu'on peut. Et puis, si on n'a pas besoin d'ordonnance, qu'on n'a pas besoin de chirurgie comme telle, souvent les femmes vont avoir plus accès à ces services-là. Ça fait que nous avons encore beaucoup de travail à faire. Puis parfois, on pense, puisqu'on habite au Canada, que c'est acquis. Pas du tout. On doit continuer à militer. Puis quand j'étais la présidente du conseil consultatif au Nouveau-Brunswick, la première chose que j'ai fait, j'ai été voir dans les archives puisque je voulais voir qu'est-ce qu'étaient les dossiers prioritaires pour les militantes qui étaient là durant les années 70. À ma grande surprise, peut-être un peu naïve, j'étais étonnée que les 3 priorités dans les années 70, c'était la question d'équité salariale, la question de violence chez les femmes, puis la question d'accès à l'avortement. En 2006, quand j'étais la présidente, qu'est-ce qu'étaient nos priorités? Les mêmes. Ça fait qu'on a fait du progrès, absolument, mais on doit continuer à militer, puis on ne peut pas prendre nos gains pour acquis. Tout à fait. Et j'imagine que vous ne pouvez peut-être pas tout dire, mais moi, je peux dire que c'était l'opposition qui ne s'est pas levée à la Chambre des communes. Moi, je peux le dire. Je peux absolument confirmer que c'était exactement ça. Voilà, il faut le dire. Dr Liu, moi j'ai une question, à part le fait que je vous ai connu et que je vous suis depuis des années et qu'il y a eu des reportages aussi qui sont sortis récemment, le journal Le Devoir, etc.
J'aimerais parler quelques instants de Dr Liu, non pas de la présidente de Médecins sans frontières. J'aimerais savoir d'où ça vient, cette persévérance, cette résilience, cette passion pour la justice. J'ai fini ma question, point d'interrogation. D'accord, très bien. D'où ça vient? Bonne question. Je crois qu'en partie, avoir des parents qui sont venus de Chine, qui ont migré au Canada. Mon père était quand même un jeune homme, il avait 17 ans. Je crois qu'il doit avoir un peu d'ADN de là. Je crois aussi que d'avoir grandi comme minorité visible à Québec, ça crée du caractère aussi. Donc, je pense que c'est ça. Vous parlez de humanitarisme sélectif. Vous avez mentionné ça au téléjournal l'autre soir. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Mais pourquoi j'utilise cette expression-là? C'est parce que je crois que le 20e siècle, c'est un petit peu ce que j'appelle le siècle de l'humanitaire. Parce qu'après la Deuxième Guerre mondiale, trauma mondial, et là, on a créé des plateformes, des institutions, notamment de la Ligue des Nations, on a créé les Nations Unies. On a fait la Déclaration universelle des droits de l'homme, la Convention de réfugiés en 1951, la Cour internationale pénale. On a fait des choses et on s'est dit, avec le droit international humanitaire, qu'il y avait des règles. Des règles de base, qu'importe notre culture, qu'importe d'où on vient, on partageait, on avait ce que j'appelle cette humanité commune-là. Et je vous dirais qu'aujourd'hui, il y a vraiment une érosion. Et il y a vraiment, on bafoue ces engagements-là aujourd'hui. Et pourquoi c'est un humanitaire sélectif? C'est parce que quand des humanitaires, les organisations font des choses qui vont dans le sens d'un pays, eh bien, on est toléré. Et puis, quand ça ne l'est pas, bien, on est démonisé ou on est intimidé. Et on le voit, nous, notamment avec la crise migratoire. On l'a vécu au quotidien en Italie, où les gens nous ont fait ce qu'on appelle une campagne de salissage en disant qu'on était les députés smugglers, les amis des passeurs. La troisième étape, c'est on nous attaque quand on n'a pas envie de nous voir là. Et donc, on a quand même vécu plusieurs attaques ces dernières années. Je pense que celle qui est très, très notoire dans notre mémoire collective, en tout cas MSF, c'est celle de Kunduz, le 3 octobre 2015. 5 frappes aériennes, 42 personnes qui sont décédées sur un centre de trauma qui était en plein fonctionnement dans le milieu de la nuit. Et c'était un centre de trauma que tout le monde connaissait. C'était le seul building qui avait de la clarté, de la lumière. Donc, on ne peut pas le manquer. Donc, voilà. Donc, moi, je pense que c'est important de marquer ça, parce que je considère que quand on passe des lignes rouges comme ça, c'est que tranquillement aussi, on est en train de piétiner notre propre humanité. Et je crois que c'est un problème. Je trouve que la crise migratoire, elle est vraiment encore plus caricaturale, parce que je trouve ça hallucinant de nommer, de décrire des gens qui partent pour leur vie ou pour une meilleure vie comme des envahisseurs. Et je trouve ça absolument inacceptable de les traiter comme des parias, comme des criminels, et de leur enlever tous leurs droits, leur droit universel d'homme, qui est d'avoir accès à la protection et d'avoir droit à la dignité. Et donc ça, pour moi, c'est vraiment un dérapage important. Et je pense même, je le dis souvent, pour moi, ça va être une tâche morale, comment on traite la crise migratoire aujourd'hui. Et l'autre chose, c'est que criminaliser les gens qui apportent de l'aide, criminaliser la solidarité. Donc, moi, je trouve ça hallucinant parce qu'on aide un migrant, on passe en cours. Et je trouve ça hallucinant que mes équipes se prennent des balles quand ils sont en mer Méditerranée parce qu'ils veulent secourir des gens qui sont dans un pneumatique. Je trouve ça inacceptable. Intolérable, effectivement. Jacques, tu avais changé de pays en Afrique. Est-ce que tu avais eu des menaces? Est-ce que tu t'es senti en danger à un moment donné? On s'est senti en danger, bien entendu, parce que nous allions au Burkina Faso et que, malheureusement, comme tout le monde le sait, il y a eu des attentats terroristes au Burkina Faso qui ont touché 2 semaines avant que nous arrivions l'hôtel où nous devions aller et surtout qui ont touché un groupe de Québécois de Québec qui, malheureusement, sont décédés.
Donc on s'est définitivement senti menacé. Par la suite, il y a eu quand même d'autres incidents à la frontière malienne. On était très près de la frontière malienne. Et donc nous avons décidé d'aller ailleurs, là où il y avait peut-être moins de conflits. On s'est réfugié au Rwanda, qui est un pays un peu plus calme en ce moment. J'espère qu'il va le rester après ce qui leur est arrivé. Madame Petitpas-Taylor, est-ce que vous pouvez nous parler de certaines initiatives que le gouvernement canadien a mises sur pied pour aider les femmes, que ce soit chez nous ou que ce soit à l'étranger? Mais c'est sûr, tout à l'heure, comme que je parlais d'avoir fait des changements réglementaires à propos du médicament Mifogamizo, c'était quand même quelque chose qui était très important et qui était essentiel. Nous sommes bien contents que nous avons pu faire ça. Je vous avais dit tout à l'heure, j'étais travailleuse sociale de formation, puis avec ma carrière, j'ai travaillé auprès de souvent des personnes qui avaient été victimes de violences conjugales, d'abus sexuels et puis d'inceste. Ça fait que quand j'ai été nommée ministre de la Santé, c'est sûr que j'ai encore une passion pour la question de violences faites aux femmes. Et puis je voulais aussi m'assurer qu'il allait y avoir des services de prévention, non seulement chez les femmes adultes, mais aussi pour prévenir ces situations-là avec nos jeunes. Ça fait que nous avons fait des investissements vraiment intéressants dans ce domaine à travers de la santé publique. Et puis, nous pouvons offrir maintenant des services de prévention à nos jeunes. C'est vraiment, moi, je le sais, souvent, nous pensons que c'est trop jeune à commencer à parler de ces choses-là, nos jeunes, dans les petites écoles, mais c'est essentiel de s'assurer que nos jeunes connaissent les signes avertisseurs, puis connaissent que quand ces choses-là se passent, qu'ils doivent nous le dire. J'écoutais Joanne avec ses commentaires tout à l'heure, avec vraiment des situations d'horreur que souvent des femmes au niveau international subissent. Mais on ne peut pas oublier qu'il y a beaucoup de femmes dans ce pays ici qui vivent vraiment des situations qui sont horriblicites aussi. Et puis souvent, ils sont victimes par des personnes qui connaissent très bien. Souvent, on protège nos enfants, on leur parle d'étrangers, puis le reste. Mais souvent, on doit aussi se souvenir que souvent, ces actes sont commis par des gens que nous connaissons. Et puis, encore une fois, quand je regarde le progrès que nous avons fait dans ce pays ici, on doit se dire que c'est seulement dans les années 80 que le code criminel avait été changé, qu'un mari pouvait avoir des charges déposées contre lui pour violer sa femme. Les années 80, je pense que c'est 83, 84, c'est pas si longtemps que ça. Ça fait que nous avons fait beaucoup de progrès, mais nous devons continuellement à travailler dans ce domaine-là. Et puis, encore une fois, on peut pas prendre rien pour acquis. Nous devons continuer à foncer. Et puis, votre gouvernement, on est ici pour s'assurer que pour la question de défendre les droits des femmes, je suis très contente de dire que mon premier ministre, votre premier ministre, est à la défense. Et puis, nous n'allons pas arrêter, nous allons continuer. Oui, c'est essentiel et on a aussi... Oui, bravo. Et au Canada, on a aussi un rôle de leader sur le plan mondial. Il y a 2 ans, j'avais d'ailleurs modéré un panel à Ottawa avec Justin Trudeau et Marie-Claude Bibeau. On avait annoncé 600 millions de dollars d'investissement en santé reproductive à travers le monde. Je pense que c'est essentiel qu'on continue à garder ce fort-là, vraiment essentiel. Docteur Liu, dans tout ça, qu'est-ce qui vous fait garder espoir? En fait, je sais ce que je veux qu'elle réponde parce que je l'ai entendu répondre à cette question-là. Ah bon, OK. I'm frame. Mais, je dis souvent, je ne sais pas si c'est cette réponse-là que vous attendez, mais c'est vrai que je dis souvent que c'est un petit peu indécent de ne pas être optimiste ici. Je trouve ça indécent parce que je me dis, dans un pays où il n'y a pas la guerre, où je ne passe pas de checkpoint à toutes les 3/4 de mille, où j'ai pas l'impression et je ne pense pas qu'il va m'arriver que je vais être attaquée puis être violentée par des gens ou violée parce que je rentre à la maison tard le soir, où je mange 3 fois par jour puis je suis obligée de me mettre au régime pour pas grossir. Je pense que non, je n'ai pas le droit à être pessimiste. Oui, effectivement. Et en fait, la réponse que j'attendais était autour de la jeunesse. La relève, l'espoir qu'on fonde dans nos jeunes et dans ce qu'eux vont faire de notre monde. Bien, la jeunesse, je me dis, moi, j'ai pas réussi à tout arranger les affaires, puis j'espère que les enfants de mes amis vont faire ça. Et donc, et je me dis, et j'ai dit cette semaine, on n'aura peut-être pas tous des Greta, mais je pense que ce qui est important,
On ne peut pas tous aller sa ligne de front, on ne peut pas tous aller, comme Dr. Koskos, aller faire des réparations de VVF. On ne peut pas créer des nouvelles lois sur l'accès à des médicaments pour l'interruption de grossesse, mais on peut tous élever des enfants qui vont être des citoyens du monde responsables. C'est accessible à tout le monde. Jacques, d'après toi, quel est le rôle des gouvernements dans le soutien aux organisations comme la tienne? Très bonne question. Je voudrais juste rajouter quelque chose à la question précédente que tu as posée à Joanne, juste pour dire que moi, ce qui me maintient avec beaucoup d'espoir, c'est que quand on va dans une soirée comme ça, quand on rencontre des gens et qu'on leur dit ce qu'on fait, tout le monde dit « c'est fantastique ». Il n'y a personne qui nous dit « bon, c'est banal ». Tout le monde nous dit « ce que vous faites est fantastique, on aimerait bien participer ». Évidemment, tout le monde peut participer parce qu'ils ne sont pas dans le domaine. Mais moi, je trouve extraordinaire que l'humain, quand il a les moyens de le faire, et la volonté de participer à ce genre de choses, c'est ça qui me donne beaucoup d'espoir sur l'avenir et j'espère que les choses vont s'améliorer. Les gouvernements, comme la ministre l'a mentionné, il y a eu une décision du gouvernement du Canada en particulier d'octroyer des fonds considérables pour l'aide à la mère et à l'enfant. Je vais être assez direct et assez franc, c'est pas parce que vous êtes là que je vais le dire, mais l'accès à cet argent est très compliqué pour des petites organisations. Il faut faire des demandes de sommes colossales pour arriver véritablement à avoir accès à cet argent, ce qui est vraiment pratiquement impossible pour une petite organisation. Et toutes les petites organisations que je connaisse se plaignent de la même chose et j'espère que dans le futur, les choses vont un peu s'améliorer de ce côté-là, mais on y travaille. Les gouvernements ne peuvent pas être partout, les gouvernements peuvent pas être... mais les gouvernements devraient nous aider au niveau des relations avec les gouvernements des pays dans lesquels on va, parce qu'eux, ils ont des relations plus directes. Ils pourraient nous aider à améliorer la perception de ces gouvernements de petites organisations. Ils pourraient nous aider à améliorer l'éthique de ces gouvernements vis-à-vis des organisations humanitaires, l'humanitaire en général, et la perception aussi peut-être des femmes par beaucoup de ces gouvernements qui sont des gouvernements en majorité masculine. Donc je pense que les gouvernements devraient... Nous n'avons pas de contact avec notre gouvernement. Je parle d'une autre, mais nous avons une branche en France qui n'a pas non plus de contact avec le gouvernement français. Nous n'avons pas de contact, nous n'avons pas d'interlocuteur à qui on peut dire ça serait intéressant de s'asseoir et que ces gens sachent qu'est-ce que nous faisons et voient dans quelle mesure on peut s'aider. Je ne parle pas d'argent là. Je parle, il y a des contacts, il y a des informations que l'on pourrait avoir. Donc, de ce côté-là, je veux dire, il y a un petit déficit, il y a un petit manque qui mériterait d'être amélioré. Mais c'est comme le reste, on a de l'espoir. Madame Petit-Pateleur, vous voulez réagir à ces commentaires? Mais premièrement, je vous lance l'invitation. Ça me ferait plaisir de pouvoir avoir une rencontre, discuter du travail intéressant. J'ai eu le privilège de rencontrer Joanne il y a, je pense que c'était l'année passée, qu'on était en conférence, ça fait que c'était vraiment bien. Mais écoute, c'est sûr que nous reconnaissons que parfois, faire application à des fonds au niveau gouvernemental, c'est pas toujours facile. Nous tentons de minimiser le processus d'application, puisque souvent, c'est exactement ça que nous entendons, les commentaires des petites organisations. Et puis souvent, les petites organisations à but non lucratif n'ont pas quelqu'un à plein temps qui remplit ces formulaires-là, ces types d'applications. Ça fait que c'est quelque chose qu'on prend en considération, puis on tente de minimiser la papasserie si qu'on veut. Mais c'est sûr que comme gouvernement, nous avons un rôle de chef de file au Canada. Notre premier ministre, au niveau international, les gens le surveillent puis l'écoutent. Ils veulent savoir qu'est-ce qui se passe et puis les gens suivent qu'est-ce qui se passe au Canada.
Et puis, nous devons continuer, comme j'ai dit, à être le chef de file pour s'assurer que sur la scène internationale, que cette conversation-là ici continue. Et puis moi, je le sais, quand je suis avec une délégation au Canada, les gens viennent nous voir. Ils veulent nous voir qu'est-ce qui se passe en tant que politique à l'intérieur de notre pays. Et puis, ils veulent qu'on les aide à promouvoir les mêmes politiques chez eux aussi. C'est vrai que nous allons continuer. Merci. Bravo. En tout cas, je peux vous dire que moi, je suis très fière d'être canadienne. Je suis aussi très fière d'être sur le comité de Women Deliver. Donc, c'est un événement qui va avoir lieu la semaine prochaine, du 3 au 6 juin à Vancouver. Plus de 7000 personnes qui vont être réunies. Et puis, c'est un événement ce soir qui est un événement phare qui nous mène vers Women Deliver. Également, d'une part parce que je suis sur ce comité, d'autre part parce que je suis particulièrement touchée par toutes ces questions-là, ayant grandi, je pense que beaucoup de gens ici le savent, dans une zone de guerre au Liban, qui est quand même une guerre qui a duré 15 ans et qui a été très marquante, évidemment. Donc, j'aimerais, avant qu'on puisse donner la parole aux gens dans la salle, donner le mot de la fin à Dr Liu. Ma dernière question, elle est la suivante, tout simplement. What's next? Qu'est-ce que vous avez l'intention de faire par la suite? Qu'est-ce qu'on fait après avoir quitté Médecins sans frontières? On prend des vacances. Donc ça va être la première chose que je vais faire. Donc, les élections vont avoir lieu à la fin juin, et puis il y a 5 candidats. Donc, on ne sait pas, là, ça va se passer dans quelques semaines. Et puis après ça, le transfert des responsabilités va se faire au courant de l'été, et probablement je vais être libérée de mes fonctions au début de l'automne. Donc, ce que j'ai promis à mon chum, c'est des vacances avec lui. Et puis après ça, et dans cette pause-là, je vais réfléchir. Je pense que, je l'ai dit ce matin en ondes à Paul Arcand, je pense que mes collègues de Sainte-Justine savent que c'est un petit peu difficile de penser que je vais retourner à une pratique clinique à 100 puis que je pense qu'il faut que j'arrête de me mentir avec moi. Je pense que je ne serai pas complètement heureuse de faire ça. Donc là, j'essaie de regarder quelles pourraient être les possibilités. Quel heureux mariage je vais pouvoir créer dans quelques mois. On a très hâte d'en apprendre plus. And I just realized that we haven't spoken in English at all. So I will conclude in English. We are ready. Do we have a mic to go around? S'il y a des questions in English or in French, please feel free. We have simultaneous translation. The event tonight is being retransmitted across the country with the help of our fabulous translators at the end of the hall. I see someone is ready with a question. Do we have a mic? Here we go. S'il vous plaît, vous présentez brièvement et puis posez votre question. En anglais ou en français? Votre choix. Alrighty then. My name is Melissa. I am 31 years old, and well, first of all, thank you for a phenomenal event. I don't think I've ever been to a corporate type event where I've cried, so it's very touching and very inspiring. I'm 31. I've grown up in Canada, where I guess you do take a lot of stuff for granted, as the minister said. But I'm also at a point now where I'm very worried with what I'm seeing as being a woman, and even as a woman in Canada, because I remember as a kid, we used to say, quand les États-Unis ont la grippe, le Canada tous. And with what we see just yesterday going on with the Conservatives and how they're maybe being quiet in Canada, but compared to the US. And I guess my question as a citizen is, what is Canada going to do concretely to halt this from crossing the borders? Because it's something that really does scare me, as you said, a woman with ovaries who is more prone to having these things become an issue. So that's really my concern and my question to you. Thank you so much for a very important question. And it's first of all really important for young women like you to be here and to make sure that your voice is heard. And as your government, we have made it very short. I mean, our government, our prime minister, before we became members of the Liberal Party, we certainly had to commit that we believed in reproductive health rights. That was a commitment that we had, that we made. And as your government, it's truly important that we make sure that we maintain that. And as your government presently, we will absolutely make sure that we do that. But we also have to make sure that we engage citizens and communities, and we have to make sure that people
are aware of what's going on. We don't want our reproductive health rights to be at risk. And we need women and men, our allies that are here this evening, to join into this conversation and to make sure that, we want our rights and we want them to stay. And as such, it's really, really important for communities as well to voice your opinions to your elected officials, because as I said, we can't take it for granted. And as you've said, what we're seeing in the States, it scares me. It really, really does. When I hear that in Louisiana, that there's a ban or a halt on reproductive services for the next 6 weeks, that scares me. So we certainly, this is a matter that we have to pay close attention to, and it's important for everyone to speak up. Vous voulez dire quelque chose là-dessus, Dr. Liu? I would just echo, some of what the minister has said. I think that you are in a wonderful moment of the calendar year because we're going to go into election, and you're the constituent of a government. And so you have more than voice. You need to go and demonstrate and say, this is something that we care about. This is something that as Canadians, we will not take for granted and we will safeguard. And if you don't say that to whoever will be the next government, they're going to do whatever they want. We rarely go in the streets in Canada. I remember we went for Iraq, we didn't go to the war. We went, for the climate. You could go for that as well. About women having the control over their reproductive health. That's our choice. And if I may just add, I think, I'm not a young woman, I'm almost 50, but I wasn't one of the militants in the 60s, and I don't remember all of that era. But to get to where we're at today, we had a lot of strong people that fought the fight for us. And sometimes we forget that. So again, I think it's really, really important. You all have a voice, and as indicated, you can use that voice and you can take action, and don't take it for granted. So in other words, you have to plan a demonstration. We're all going to be there. Okay, wonderful. Une autre question? Any other questions? Hello. Ici. Ah, là-bas. Thank you. Diana Yazidjian. I'm just a citizen with an opinion. So my question to you is, we're talking about social responsibility in the corporate world. Do you think that we should involve them more in those crises? Right now, we're not talking about them. They're out of the, the abortion discussion debate. Do you think it should belong to everyone, and that includes corporate citizens? Should I repeat my question? It's for you. No, we are not in this world, yeah, sure. I don't know if you're making reference specifically to reproductive rights. Is that, or is it generally? As an example. Okay. I certainly believe that social responsibility, that the corporate world certainly has a role to play when it comes to this. And I'm going to use another example. I'm going to use Bell Let's Talk, just for an example, when it comes to mental health. If we look at what the movement, Bell Let's Talk, has started in this country, it is absolutely phenomenal. They've really spoken about mental health. They're addressing stigma, and more importantly, they're raising funds in order to help many not-for-profit agencies deliver great work in this community. And I know in my little community of Moncton, New Brunswick, several agencies have benefited tremendously from that. So absolutely, the corporate role has a very, very important role to play. I think we all have a role to play. We don't all have money to donate, but we certainly, some of us have time, some of us have less time. But I think as a community, governments, provincial governments, municipal governments, federal governments, the corporate world, but also community. We all have a role to play, and we have to mobilize. Yeah, I couldn't agree more that the corporate world has a role to play. And actually, at Women in Governance, we wouldn't even be in existence if it wasn't for the corporate world. The past 9 years, we've been funded solely by corporate who actually wanted to do the right thing, which is close the gender gap in the workplace. And all these organizations that you see behind us and many more have done what they have to do in order to close that gap, in order to allow women to progress. And I really believe that with all the nominations, now more and more you see VPs in charge of corporate social responsibility. It is something that is taking up a lot more
a lot more space in the corporate world, and we're very thankful for that. We can add, I can just add two words on that. Is we realize that a lot of corporations have would like to help, but don't know how to help. And this is definitely individuals from this corporation who can really try to set up something and try to start something and choose one direction, one program, and try to raise the awareness in their corporation to help. I think that this is important. It could be anything, but I think it's important to get engaged and to get proactive in this domain. I just want to say something quickly, if you don't mind. And I think everybody can hear me out. I don't need a microphone. We have the habit to say that... Tiens, Daniel, viens, prends mon micro. Can you hear me? No. What I was just going to say is very simple. We have had the habit to always rely on someone or someone else to do something for us. If it's not the government, then now it is the corporation. And if it's not the corporation, well, it's going to be probably somebody else. Well, it is time to really stand for whatever we want, for whatever we need, and just to fight for it and ask for it. I don't want to ask anyone else. I want to do it. So we have to be aware of that, and we have to start moving, which means let's vote. For the right party. If I could just add one more quick thing as well. Sometimes I think... Your microphone is not working. Take the other one. Sometimes I think that sometimes we don't even think of asking corporations, though. I know in my little community not that long ago, there was an organization that was facing closure. And someone in our community just chose and dared to ask a specific company. And they gave very, very generously. But just so often we don't ask, we don't think of it. In this group in particular was extremely pleased to write a check and provide the needed resources. So I think, more and more we're thinking of it, but some people, we knock on their doors an awful lot, but there's others that we forget to do so. So I think we have to keep that in mind. Well, I ask, and so I want to thank BMO for having us here tonight. Merci beaucoup. I want to thank everyone who's here for their participation. Et je vais revenir au français. Je veux vous remercier d'être ici. Je veux vous remercier faire partie de ce mouvement. J'espère que vous êtes membres. Et sinon, soyez membres. Allez sur le site web de la gouvernance au féminin. Regardez tout ce qu'on fait d'extraordinaire, que ce soit le programme de mentorat, la formation en gouvernance, évidemment la certification parité que BMO est en train de suivre. Si vous êtes dans une entreprise qui a plus de 400 employés, exigez-le. Faites en sorte que toutes les sphères de l'entreprise aient des femmes à égalité jusqu'à la haute direction. Alors, sans plus tarder, s'il vous plaît, accompagnez-moi pour remercier chaleureusement Dr. Joanne Liu, Ginette Petitpas-Taylor et Dr. Jacques Corcos. Merci beaucoup.